Imaginez un instant la scène. On est à la pause déjeuner, on a quoi? Environ 12 euros en poche. Ouais, un billet de 10 et une pièce de 2, quoi. Voilà, c'est le prix d'un repas rapide, genre un burger avec une portion de frites. Une petite transaction totalement banale, instantanément consommée, instantanément oubliée. Mais, et si cette même somme permettait d'acheter quelque chose d'infiniment plus précieux? Ah bah c'est sûr que vu comme ça, Et si ce montant ridicule permettait littéralement de faire apparaître de l'eau potable à partir de rien? Enfin, à partir de l'air ambiant, pour être précise. c'est l'idée a de quoi bousculer, on va pas se mentir. On a tellement pris l'habitude d'associer la moindre goutte d'eau potable à des infrastructures titanesques. Ouais, des barrages, des usines de traitement énormes. Totalement. Des kilomètres de tuyaux souterrains et, bien sûr, la facture qui tombe tous les mois. Donc, matérialiser sa propre eau de survie pour le prix d'un déjeuner, ça frôle presque la science-fiction. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On fait une plongée au cœur d'une vidéo vraiment fascinante, publiée par la chaîne YouTube Projet Survivant. Ça s'intitule 12 euros pour de l'eau infinie, l'ancienne méthode que personne n'utilise. Un titre bien accrocheur. Très accrocheur, ouais. Et notre mission aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est de regarder de très près la physique qui rend cette promesse possible. On va détailler cette ingénierie ultra frugale et comprendre pourquoi une technique aussi fondamentale semble avoir été complètement effacée de notre mémoire collective. Mais juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, je pense qu'il faut poser un cadre objectif. Parce que la source contient quand même des affirmations très fortes, voire de vraies accusations contre l'industrie de l'eau. Oui, la vidéo suggère clairement qu'on nous cache ces informations pour maintenir les factures élevées. Exactement. Et je tiens à rappeler que notre rôle ici n'est pas du tout de valider ou de réfuter ces accusations. On n'est pas là pour prendre parti contre les compagnies des eaux. Notre but, c'est d'analyser de façon totalement impartiale la mécanique de survie et la physique présentée par l'auteur. Tout à fait. Et avant même de parler de bricolage, de tuyaux en plastique ou de théorie du complot, il faut s'attaquer au cœur du problème. Pour récolter de l'eau, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Je sais que l'air est humide, surtout en été, mais de quelle quantité d'eau on parle réellement à l'échelle globale? Ah bah, les chiffres donnent le vertige. L'atmosphère terrestre transporte en permanence juste au-dessus de nos têtes environ 12 900 km3 d'eau douce en suspension. Attends, 12 900 km3. Ouais. Concrètement, ça représente quoi par rapport à ce qu'on connaît au sol? Parce que c'est difficile à visualiser. C'est un volume supérieur à l'eau contenue dans tous les fleuves de la planète réunis. Ah ouais, quand même. On a tendance à l'oublier parce qu'elle est à l'état gazeux sous forme de vapeur, mais nous marchons littéralement au fond d'un gigantesque océan atmosphérique. Toute cette eau douce, elle est là, elle est disponible. Le seul véritable défi physique, du coup, c'est de la forcer à franchir la barrière entre cet état gazeux invisible et l'état liquide qu'on peut boire. C'est ça, oui. Et c'est là que la thermodynamique entre en jeu, avec un concept que la vidéo explique d'ailleurs très bien. C'est le point de rosée. L'auteur utilise une image qu'on a tous vécue. Tu sais, en plein mois d'août, on se sert un grand verre d'eau rempli de glaçons. Ah, le classique sur la terrasse. Exactement. On le pose sur une table en terrasse et quelques minutes plus tard, il y a des gouttes qui ruissellent sur la paroi extérieure. Évidemment, le verre ne fuit pas. C'est l'air chaud autour qui s'écrase contre le verre froid et qui relâche son eau. Mais mécaniquement parlant, pourquoi l'air décide de relâcher cette eau à ce moment précis? Pour visualiser le mécanisme, il faut imaginer l'air chaud comme une éponge géante. Plus l'air est chaud, plus cette éponge se dilate et peut absorber l'humidité sous forme de vapeur invisible. D'accord, l'éponge gonfle. Voilà. Mais quand la nuit tombe, ou quand cet air chaud entre en contact avec une surface très froide, comme la paroi de ton verre glacé, la température chute brusquement. Et là, l'éponge se contracte violemment. L'air froid perd sa capacité à stocker toute cette vapeur. Il n'a littéralement plus la place physique pour la garder. Donc l'eau est expulsée, tout simplement. C'est exactement ça. Elle est expulsée et se condense sous forme de gouttelettes sur la première surface solide disponible. Et c'est ça qu'on appelle le point de rosée. C'est la température critique où l'éponge atmosphérique est essorée. C'est génial, parce que ce qui est remarquable, c'est que la nature exploite ce phénomène en continu. La vidéo cite l'image de la toile d'araignée au petit matin. Ouais, une très belle image. Elle consomme pas d'électricité, elle n'a pas de moteur, mais sa structure ultra fine refroidit très rapidement la nuit et ça force l'air environnant à atteindre ce fameux point de rosée. En fait, la toile d'araignée fait gratuitement ce qu'une machine industrielle à 3000 euros tente de reproduire. Avec des compresseurs, des fluides réfrigérants hyper polluants et des ventilateurs assourdissants, ouais. C'est ce contraste qui est frappant. On a souvent le réflexe de penser que l'indépendance nécessite de la haute technologie. Alors que pas du tout. Bah non.
L'ingénierie brillante, ça se résume pas forcément à ajouter des câbles et des puces électroniques. Ici, l'approche du projet survivant, c'est de concevoir un système purement passif, basé sur des lois de la physique connues depuis le 19e siècle. On ne force pas l'air à travers une machine, on prépare simplement une scène optimale, si on veut, pour laisser la chute des températures nocturnes faire le boulot à notre place. Exactement, c'est vraiment l'art de laisser la nature travailler. Ce qui nous fait passer de la théorie pure à l'atelier de bricolage, du coup. Parce que la physique nous garantit que l'eau est là, très bien, mais il faut bien un réceptacle pour la capturer. Et là, la vidéo dresse une liste de courses qui ressemble presque à une blague au premier abord. Ouais, c'est le fameux budget de 12 euros. C'est ça, pour 10 à 14 euros au total, l'auteur achète un filet d'ombrage à mailles très serrées, du type moustiquaire, pour environ 5 euros. 4 pauvres tubes en PVC de 2 cm de diamètre qui coûtent une misère. Une petite gouttière de récupération en plastique, des colliers de serrage et 2 ou 3 briques trouvées dans le jardin. C'est vraiment le minimum syndical. De fou. On assemble le PVC pour faire un cadre d'1,20 m sur 80 cm environ, on tend le filet au milieu et on place la gouttière en bas. Bon, je veux bien qu'on prône l'ingénierie frugale, mais c'est tellement basique. Moi, je fais un peu ma sceptique curieuse là, mais quelle est l'erreur fatale? Si un débutant monte ça dans son jardin dimanche prochain, qu'est-ce qui va inévitablement rater pour qu'il ne récolte pas une seule goutte? Le diable se cache entièrement dans la géométrie de l'installation. Il y a 3 écueils majeurs, 3 points de friction physique où tout peut s'effondrer lamentablement. Le premier, et la vidéo insiste très lourdement dessus, c'est la tension de la toile. Ouais, il utilise l'analogie d'un tambour, zéro affaissement toléré. Il faut que ce soit tendu à l'extrême. C'est crucial. Il fixe le filet avec des colliers de serrage tous les 15 cm et il tire dessus de toutes ses forces. Parce que si le filet n'est pas tendu à l'extrême, la toile va gondoler, les micro-gouttelettes qui se forment la nuit ne vont pas glisser, elles vont s'accumuler dans ces creux et former de minuscules flaques au milieu du filet. Et une flaque, par définition, ça ne coule pas vers la gouttière. Ça stagne. Et j'imagine qu'au premier rayon de soleil à 6 heures du matin, toute l'eau accumulée s'évapore instantanément. Et voilà, on a travaillé pour rien. C'est frustrant. Mais même avec un filet parfaitement tendu comme un tambour, l'auteur explique qu'on ne peut pas juste le poser n'importe comment. Il parle d'une inclinaison très précise, entre 15 et 30 degrés, en calant le cadre avec les briques de jardin. Pourquoi cet angle spécifique? Alors, là, c'est un pur duel physique entre la gravité et la tension superficielle de l'eau. Faut se rappeler que l'eau est un liquide un peu collant. Ah oui, avec les liaisons hydrogènes. Exactement. Quand une goutte se forme sur un fil de plastique, elle a tendance à s'y accrocher. Si ton cadre est incliné à seulement 5 degrés, donc presque plat, la pente est trop douce. La gravité n'est pas assez forte pour arracher la goutte au filet. Donc la goutte grossit, reste accrochée et finit là aussi par s'évaporer au matin. C'est ça. À l'inverse, si on met le cadre à 90 degrés, complètement à la verticale face au vent, l'air passe au travers sans vraiment frotter sur la toile, ce qui réduit considérablement la condensation. L'angle de 15 à 30 degrés, c'est le point de bascule exact où la goutte devient assez lourde pour que la gravité gagne le combat. Ça la force à rouler le long du maillage jusqu'à la gouttière. La toile agit comme un toboggan microscopique parfait, en fait. C'est exactement l'idée. Et il y a un troisième détail dans la vidéo qui m'a interpellée, ça concerne l'emplacement. L'auteur interdit formellement de poser l'installation à même le sol. Il dit qu'il faut la surélever d'au moins 30 cm sur des tréteaux ou des blocs. Quel est le rapport entre la hauteur et l'humidité de l'air? C'est une question de température. La terre ou le béton sur lequel on marche agit comme une batterie thermique géante. Pendant toute la journée, le sol absorbe la chaleur du soleil et quand la nuit tombe, il recrache cette chaleur en continu. C'est ce qu'on appelle le rayonnement thermique. Ah, je vois le problème. L'éponge ne peut pas refroidir. Tout à fait. Si l'installation est au ras du sol, elle baigne dans une coule d'air chaud asséchant qui remonte de la terre. Le point de rosée ne sera jamais atteint sur la toile parce qu'il fera trop chaud juste au-dessus du sol. Donc, en surélevant le système de quelques dizaines de centimètres, on échappe à ce radiateur terrestre. Et on intercepte les brises nocturnes qui sont beaucoup plus froides et qui transportent l'humidité de manière horizontale. Et bien sûr, c'est le seul véritable moteur du système. Il faut placer le filet face au vent dominant pour maximiser le volume d'air qu'il traverse. Bien la brise nocturne, savoir comment son sol se comporte thermiquement. Mais soyons pragmatiques 2 minutes. Le système est construit et orienté. Une fois qu'on a respecté toutes ces lois de la physique, est-ce que ce petit cadre en PVC produit réellement de quoi survivre ou est-ce juste une expérience scientifique amusante pour le week-end?
Faut remettre les résultats présentés dans la source dans leur contexte. Lors d'une nuit ordinaire avec une température d'environ 12 degrés, sans brouillard ni pluie, le système d'1,20 m a permis de récolter un peu plus d'un demi-litre d'eau. Un demi-litre. Bon, c'est le volume d'une petite gourde ou d'une bouteille d'eau minérale de base. Ça peut paraître un tout petit peu décevant dit comme ça. Ouais, c'est un rendement modeste pour un petit cadre, c'est clair. Mais l'eau a été extraite d'un air en apparence parfaitement sec, pendant que l'auteur dormait, sans la moindre dépense énergétique. C'est vrai que vu comme ça, c'est littéralement de l'eau gratuite. Et puis, les chiffres évoluent drastiquement selon la géographie. Dans des zones côtières ou des vallées sujettes aux brumes matinales, le même dispositif crache entre 1 et 2 litres par nuit. Et la géométrie permet d'extrapoler en plus. Si un petit cadre d'1 m² produit un demi-litre, un fil étendu sur une structure de 3 mètres par 3 change complètement la donne. La vidéo rappelle que les besoins vitaux en eau de boisson pour un être humain tournent autour de 2 litres par jour. C'est ça. Donc pour une famille de 4 personnes, un grand filet de ce type, ou plusieurs petits cadres couplés ensemble, peuvent totalement assurer le minimum vital quotidien. Ce qui soulève immédiatement l'enjeu qualitatif par contre. Quantité d'eau, d'accord, mais est-ce qu'on peut la consommer sans danger? Ça, c'est l'un des passages les plus surprenants du documentaire. L'auteur part du principe que cette eau est intrinsèquement pure à sa formation, puisqu'elle vient de la vapeur atmosphérique. L'eau n'a pas touché le sol, elle n'a pas traversé de tuyaux en plomb vieillissant. Elle évite les bactéries du ruissellement, ouais. Exactement. Mais Gilles nuance son propos. Il dit que si on habite en ville, le vent charrie des poussières, des particules fines, de pots d'échappement, qui vont inévitablement se déposer sur les mailles du filet. Et la goutte d'eau va laver cette pollution en glissant vers la gouttière. Ce qui est logique. Donc, pour pallier ça, il propose de fabriquer un filtre maison pour 3 €. On coupe le fond d'une bouteille en plastique, on la retourne goulot vers le bas et on empile des couches. Du coton, du charbon actif d'animalerie, du sable fin et encore du coton. J'avoue que j'ai eu un vrai blocage sur ce point. Comment de simples couches de sable et de charbon peuvent-ils rivaliser avec l'eau traitée du robinet ? La comparaison avec les usines municipales est rude, c'est sûr. Mais ce filtre maison s'appuie sur une redoutable combinaison de filtration mécanique et chimique. Le sable fin et les couches de coton, eux, font le travail de force brute. Il filtre les gros débris, quoi. Voilà, ce sont des barrières physiques qui retiennent les macroparticules, la poussière, le pollen, ou même les petits insectes qui auraient fini dans la gouttière. L'eau ressort de là déjà transparente. Mais la véritable magie opère dans la couche de charbon actif. C'est pas un simple gravier noir, tu vois. C'est là-dessus qu'on manque souvent de détails, je trouve. Qu'est-ce que le charbon actif a de si spécial pour nettoyer l'eau chimiquement ? En fait, tout est une question de structure microscopique. Quand on active du charbon, généralement le chauffant à des températures extrêmes en l'absence d'oxygène, on le fracture à l'échelle moléculaire. Il devient couvert de milliards de pores minuscules, de crevasses et de cavités. D'accord. Pour te donner une idée de la dinguerie que c'est, un seul petit gramme de charbon actif possède une surface interne développée équivalente à un terrain de tennis entier. Attends, vraiment. Un terrain de tennis dans un gramme de charbon ? Ouais, c'est vertigineux, donc l'eau traverse un véritable labyrinthe gigantesque. Et le processus chimique en jeu s'appelle l'adsorption, avec un D. Adsorption, ok. Attention, c'est pas de l'absorption avec un B, comme une éponge qui gonfle avec de l'eau. L'adsorption, ça ressemble beaucoup plus à un mur de velcro. Ah, c'est une super image ça, le mur de velcro. Quand les toxines, les polluants chimiques, les résidus de métaux lourds ou les composés organiques traversent ce labyrinthe poreux, ils se lient chimiquement aux parois du charbon. Ils s'accrochent aux micro-fissures et y restent piégés. L'eau pure, elle, continue son chemin sans encombre. D'ailleurs, c'est exactement la même technologie qui se trouve à l'intérieur des cartouches hors de prix pour les carafes filtrantes du commerce. C'est fou. Donc le sable bloque la boue et le mur de velcro en charbon piège les poisons chimiques. Mais l'auteur précise tout de même que le charbon ne tue pas les bactéries. Il ajoute donc une étape finale. Soit on fait bouillir l'eau filtrée, soit on y dépose 2 gouttes d'eau de javel non parfumée par litre pour la stériliser de manière fiable. C'est le protocole standard de purification d'urgence reconnu mondialement. Cela dit, pour garder une perspective bien objective sur cette source, il faut impérativement mentionner les limites géographiques du système. Oui, on n'a pas affaire à une solution magique non plus. Non, clairement pas. Ce n'est pas un système miracle qui fonctionne partout. La physique impose ses limites. Si l'humidité relative de l'air tombe en dessous d'un seuil critique, disons autour de 40%, ce qui est très courant dans les zones arides en pleine journée, la capacité de l'éponge atmosphérique à relâcher de l'eau la nuit s'effondre. Même si la température chute beaucoup. Même avec une bonne chute de température, la récolte sera minime, parce qu'il n'y a juste pas assez d'eau dans l'air au départ.
On parle bien ici d'une technique pour garantir la survie hydrique humaine de base. Il ne s'agit pas d'un système pour irriguer un potager en plein été. Ce qui rend la dernière partie de cette vidéo d'autant plus intrigante en fait. Parce que si on dispose d'une technologie si simple, qui demande 12 € de matériel, qui s'appuie sur une physique implacable et qui permet de filtrer l'eau facilement, pourquoi a-t-elle été oubliée par la majorité de la population? C'est la grande question. La source fait un détour par l'histoire qui remet vraiment notre vulnérabilité moderne en perspective. L'auteur explique que cette maîtrise de la condensation n'a absolument rien de nouveau. Les Incas, par exemple, bâtissaient d'immenses structures en pierre dans les montagnes pour piéger l'humidité des brouillards rendants. Ouais, et les exemples archéologiques sont nombreux. La vidéo évoque aussi des découvertes dans le désert du Negev, qui est une région vraiment impitoyable. Les chercheurs y ont trouvé des monticules de pierres datant de l'âge du bronze. Des simples tas de cailloux. Pendant longtemps, on a pensé que c'était des tombes ou des repères. Mais il s'avère que ces cônes étaient conçus exprès pour refroidir rapidement la nuit. L'humidité rare du désert s'y condensait, ruisselait à l'intérieur du monticule, à l'abri du soleil matinal, et alimentait des puits. C'est brillant. De l'ingénierie de pointe vieille de plusieurs millénaires et sans la moindre pièce mobile. Le contraste est sévère quand on y pense. D'un côté, on a des peuples de l'âge du bronze capables de tirer de l'eau des sables d'un désert aride. De l'autre, notre société moderne. Il suffit d'une conduite principale qui cède sous un trottoir et en l'espace de 4 heures, c'est la panique générale. On a tous vu les supermarchés dévaliser de leurs packs d'eau en plastique à la moindre coupure. C'est là que le discours de la source prend une tournure plus, disons, systémique. Mais la vidéo avance une théorie assez tranchée sur cette perte de savoir. L'auteur affirme que ces connaissances n'ont pas disparu par accident. Il dit qu'elles ont été mises sur une étagère à cause de l'arrivée de la plomberie intérieure. Et il pointe du doigt les intérêts de l'industrie de l'eau en bouteille et des compagnies des eaux. C'est ça. Son postulat, c'est qu'aucune multinationale n'a d'intérêt financier à promouvoir une solution à 12 € qui supprime la dépendance au réseau et détruit leur marge bénéficiaire. Bon, après, que l'on adhère à cette théorie de la confiscation par les lobbyistes ou que l'on considère simplement que c'est le cours naturel d'évolution technologique, la finalité reste identique. On a échangé l'autonomie contre la commodité. C'est un troc colossal que l'humanité a fait. Il est infiniment plus facile de tourner un robinet en inox dans sa cuisine que de calculer l'angle de tension d'un filet au milieu du jardin, puis de filtrer cette eau soi-même. Mais le succès de cette vidéo traduit vraiment un changement de mentalité latent. Les gens veulent reprendre le contrôle, non? Exactement. S'y intéresser, c'est révéler un désir grandissant de recréer de l'indépendance face à des infrastructures centralisées devenues complexes, coûteuses et parfois fragiles. C'est fascinant. Si on fait une petite synthèse du chemin parcouru aujourd'hui pour notre audience, on est parti de l'idée d'une éponge atmosphérique contenant un volume de douce supérieur à tous les fleuves du globe. Et on a vu qu'en jouant simplement avec la température, la gravité et la tension d'un filet à 5 €, on pouvait capturer cette ressource. Ce petit assemblage de bricolage redéfinit un peu la façon dont on peut penser notre accès aux ressources vitales. Complètement. Ça nous montre que la réponse aux angoisses de pénurie ne passe pas toujours par la haute technologie. L'ingénierie frugale, inspirée de l'âge du bronze, ça marche. Absolument. C'est l'art d'utiliser ce qui est déjà là. Ça me laisse d'ailleurs avec une pensée, une question assez provocatrice pour clore cette analyse. Si nous avons été capables d'oublier collectivement comment extraire de l'eau de l'air simplement parce que quelqu'un d'autre a installé des tuyaux chez nous il y a un siècle, quelles autres compétences fondamentales de survie avons-nous complètement déléguées au confort moderne? Et surtout, que se passera-t-il le jour où la facture deviendra réellement impayable ou que l'infrastructure s'arrêtera? C'est une excellente question. Est-ce qu'on saura faire autre chose de nos 12 € que d'acheter un repas qui disparaîtra en 10 minutes? C'est une réflexion qu'on laisse à ceux qui nous écoutent le soin d'explorer par eux-mêmes.